Que représente aujourd'hui ce marché du jeu sur mobile? Qui sont les stars, et notamment les stars françaises? Quelle part du gâteau nos startups peuvent-elles espérer garder par devers elles? On en parle avec nos experts. Guillaume Monteux, que vous connaissez dans Smart Tech, tous les mois, il nous présente Game Business. Mais à part ça, il a un vrai travail. Guillaume Monteux, il est président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Et à ses côtés, Vincent Février, vice-président monétisation chez TapNation, une jeune start-up du jeu vidéo mobile, que vous dites hyper casual, on va le définir. Je dis jeune parce qu'elle a été lancée en 2019, mais elle affiche déjà 400 millions de téléchargements mobiles dans le monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Delphine. Allez, on va commencer par la définition de l'hyper casual. Déjà, quel type de jeu mobile on trouve aujourd'hui? Qui veut commencer? Bon, peut-être Vincent Février, puisqu'on a parlé d'hyper casual. Oui, bien sûr. Donc, l'hyper casual, c'est un système, une catégorie de jeux qui est née il y a quelques années et qui s'est vu développer très rapidement dans l'App Store. Ce sont des jeux simples, rapides à prendre en main, vraiment avec une mécanique de jeu facile et qui correspondent à la plus large audience possible. Parce que le casual, c'était déjà ça, c'était les jeux auxquels on pouvait jouer rapidement sur son téléphone. Tout à fait. Donc, mais là, c'est casual, encore plus simple, encore plus rapide, encore plus détendu. On comprend le concept du jeu en 5 secondes. Et puis, c'est un jeu où on peut aller entrer et ressortir très très vite. Donc, on passe 30 secondes à 2 minutes par session par jour. Et ce sont des jeux aussi qui sont très rapidement développés et qui sont aussi à la fois très rapidement laissés de côté. Donc on va y jouer une semaine à 10 jours et puis après ça se renouvelle. Donc voilà, il y a beaucoup de... donc durée de vie assez courte finalement, Guillaume. Oui, une durée de vie assez courte, un temps de développement aussi très court, c'est ce qui aussi le distingue des jeux casual. C'est-à-dire on est sur quelle échelle de temps? Voilà, peut-être Vincent pourrait mieux répondre que moi. Oui, alors aujourd'hui, pour un jeu hyper casual, on va arriver en 2 semaines à 1 mois à avoir déjà un prototype qui est prêt à lancer sur le marché, versus les jeux casual qui sont beaucoup plus longs, souvent de 2 à 6 mois de développement. Donc voilà, les graphiques sont trouvés très vite, on trouve une mécanique qui plaît, et en quelques semaines, on arrive à développer une centaine de niveaux qui permettent aux joueurs de jouer pendant au moins 2 semaines sur ce type de jeu. Ok. Quand on pense au temps passé sur ces jeux qui n'ont nécessité que 2 semaines de temps de développement, on se dit quand même qu'il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. On se sert de nos mobiles pour répondre à nos questions via Google, pour aller, c'est une porte d'entrée vers les réseaux sociaux, via TikTok, via Insta. On se sert même de notre mobile pour les calculatrices. Et donc, c'est pas étonnant que le mobile soit le premier support du monde du jeu vidéo. Et d'ailleurs, les chiffres sont assez parlants, parce que dans le domaine du monde du jeu vidéo, le mobile, c'est 50% des revenus de l'ensemble des revenus des jeux sur PC, sur console et donc sur mobile. En France, le marché fait 5,3 milliards d'euros, si on en croit l'étude du CEL. Et le jeu mobile, ça fait 1,4 milliard sur cette 5. Donc c'est une part très très... La monétisation sur les jeux mobiles, c'est une part très très importante. Alors justement, comment on le monétise? J'imagine qu'il y a des techniques différentes des jeux classiques. Oui, alors... Sachant qu'on a un temps de jeu donc assez réduit finalement. Et on est quand même sur un modèle de ce qu'on appelle free-to-play. Donc ça veut dire qu'on veut que le jeu soit gratuit, distribué au plus grand nombre le plus facilement possible, accessible que ça soit à l'autre bout du monde, que vous ayez 7 ans ou 77 ans. Donc la base se fait sur l'hyper casual, du moins via la publicité. Donc 98% de nos revenus se font via la monétisation publicitaire, via des petits bandeaux, des vidéos ou des interstitiels intégrés dans les niveaux. Et ça, c'est pas gênant pour l'expérience utilisateur? Mais disons que les joueurs savent qu'avec ce type de jeu très facile à jouer, à prendre en main, la publicité fait partie du modèle. Donc c'est gratuit. Derrière, il faut bien que nous aussi on s'en sorte. Donc vu que les jeux sont gratuits, il faut qu'on arrive à créer ce business model. Et on ne demande pas aux joueurs de payer. Il y a certains jeux comme le casual, par exemple, qui se reposent plus sur l'in-app purchase. C'est-à-dire que là, les joueurs vont pouvoir grimper dans les niveaux ou accéder à certains contenus en payant de 1 à 10 ou voire 50 ou même 1000 euros par mois, ça dépend. L'hyper casual, on reste vraiment sur quelque chose de moins agressif et basé sur la publicité. Donc voilà, c'est le business model qui est prévalent sur ce type de support. Des pubs qui sont vendues peut-être un peu moins cher aussi, non? Des pubs qui sont effectivement vendues un peu moins cher, parce que les marques, on en a déjà parlé, s'intéressent peu encore au monde du jeu vidéo, et elles font une erreur, parce que l'audience est effectivement dans les jeux vidéo, mais elles y viennent via les... Et vous nous l'avez démontré la semaine dernière, tous les âges sont touchés. Tous les âges sont touchés, la moyenne d'âge c'est 38 ans. Effectivement, comme le dit Vincent, l'hyper casual, c'est la règle dans les jeux mobiles, donc une monétisation faite par la publicité, mais la publicité n'est pas qu'imposée au jeu. Elle peut être ce qu'on appelle user-generated, et notamment
le joueur peut demander à avoir une pub pour avoir un gain en échange du visionnage de cette pub, pour progresser plus vite. Et c'est assez intéressant parce que typiquement sur Apple Arcade, qui est le service de gaming all you can eat à la Netflix d'Apple, où vous vous abonnez à un service et vous avez accès à une centaine de jeux via Apple, et il n'y a pas de pub sur ces jeux. Et en fait, les joueurs ne sont pas du tout contents parce qu'ils avancent tous à la même vitesse. Or, il y a des fois où il y a des jeux où on a envie d'avancer plus vite et donc de regarder une pub pour obtenir un avantage. Alors, qui sont ces acteurs du jeu mobile aujourd'hui? Qui sont les champions? Alors, en France, le champion, toute catégorie, c'est Vodoo. Mais il y a plus de Donc, Vodoo, start-up française. Vodoo, start-up française, créée il y a moins de 10 ans. Qui a vu arriver dans son actionnariat le chinois Tencent. Tencent, qui a vu absolument, mais qui est une société absolument magique, qui sait effectivement détecter et faire produire des jeux absolument formidables et les monétiser sur la longueur, notamment leur premier jeu, Helix, qui était un succès, on va dire, interplanétaire. Mais il y a plus de 300 studios de jeux en France, et dont certains qui sont très gros. Il y a Vodoo, et on en a parlé. Il y a Ubisoft Mobile, Ketchup, il y a Gameloft, il y a Tap Nation, il y a Oma Games qui vient de lever 50 millions de dollars. Il y a Madbox aussi qui est très très présent sur le monde du jeu mobile. Il y a Playsoft, il y a même Virtual Regatta. Oui. Vous savez, le jeu de sailing qui a été d'ailleurs mis à l'honneur aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a des sociétés comme Obibi. On est vraiment bien outillés en France. Les ingénieurs français sont excellents, moi je ne fais que le répéter. Et les sociétés pour monétiser aussi ces jeux, on a vraiment aussi le sens du business, si vous voulez, en France. Ah bah alors ça, c'est top. C'est rare qu'on me dise ça. Ok, sur les jeux mobiles, on a vraiment donc, une carte à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises qu'on peut espérer rester françaises ou elles sont particulièrement chassées par des investisseurs étrangers? Alors c'est vrai que le talent français est reconnu mondialement. Je pense que Vodoo a ouvert une certaine porte en montrant les directions de l'hyper casual, du casual, mais on a aussi Ubisoft et Gameloft qui sont des grosses sociétés. Et comme on le voit, que ce soit les Américains, vous l'avez parlé, les Tencent, les Chinois, tout le monde est intéressé par ce vivier de talent qu'on a aussi en France, que ce soit des artistes, des designers, des développeurs, etc. Donc le jeu vidéo est globalisé et mondial. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus un mélange des nations. Et même si on aime bien préserver un peu nos petits secrets en France aujourd'hui, pour conquérir des nouveaux marchés comme la Chine ou les États-Unis, on est obligé de s'associer aussi à des internationaux. Oui. Nous, nos équipes sont à 50% internationales, que ce soit Inde, Brésil, Chine. Voilà, ça fait aussi la clé du succès. Si on était resté que sur un marché français, franco-français, ils ont du savoir-faire. Tout le monde a une connaissance locale, que ce soit d'un pays à l'autre. Donc ça nous aide beaucoup à grossir à l'international parce qu'on le sait, le jeu mobile, dès qu'on est sur l'App Store, on touche une autre personne à l'autre bout du monde en Asie, que ce soit Brésil, Indonésie, Japon, etc. C'est ce qui fait la force aussi du mobile, c'est qu'elle est distribuée, les jeux sont distribués de manière globale très rapidement. Alors vous l'avez dit, on veut garder nos petits secrets français, mais justement, elle est où véritablement la valeur aujourd'hui sur le jeu mobile? Elle est du côté du développement, elle est du côté de... Elle est à peu près partout. Développer un jeu dans des conditions qu'a rappelé Vincent, c'est compliqué, parce qu'en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, développer un jeu qui peut plaire, c'est compliqué. Et... En termes de main-d'œuvre, pardon, juste sur ce point, sur le développement, ça demande combien de personnes le développement d'un jeu? Alors, pour un jeu hyper casual, des tout petits studios de 2-3 personnes suffisent. Parfois, on va jusqu'à 10 personnes, mais avec un développeur et un designer, avec 2 personnes, on peut déjà avoir un bon jeu. Et des fois, ce sont des équipes qui sont d'ailleurs beaucoup plus réactives, beaucoup plus rapides à itérer. Je pense que c'est l'avantage du mobile, c'est qu'il y a peu de coûts par rapport aux gros constructeurs, aux gros éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft. C'est hyper agile. Voilà, où il faut beaucoup de graphiques, que ce soit des jeux sur mobile. Le fait que le support soit déjà aussi plus petit, donc même s'il y a de la très bonne qualité d'image et d'ingénierie, il est très facile de faire des jeux qui vont plaire à tout le monde assez rapidement, quoi. Donc le mobile est démocratisé, ce qui fait que ça multiplie les supports aussi. On continue sur où est la valeur? Donc dans le développement, évidemment, et la valeur. Après, il faut faire quelque chose de ce jeu-là. Et c'est là où vient l'ingéniosité business, on va dire, de tous ces développeurs. D'abord, qui vont identifier les jeux.
qui sont à potentiel et pas à potentiel, et puis ensuite qui vont les porter sur l'autel de la monétisation, c'est-à-dire devant le grand public, pour effectivement tirer le maximum de revenus, soit publicitaires si on est dans le monde de l'hyper casual, soit de l'in-app purchase si on est dans le monde plutôt. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir faire justement pour mettre en avant et réussir la part business de mise sur le marché d'un jeu mobile aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est une association de tous ces savoir-faire. Déjà on va beaucoup tester les différents concepts de jeu. Il faut savoir que sur un jeu qui va sortir, il y en aura peut-être une vingtaine ou une trentaine de concepts qui auront été testés en interne. Donc on va A/B tester ces mécaniques, observer différentes versions. Et ce sont les KPI, les différents indicateurs de revenus, de rétention du jeu, à savoir combien de temps va rester un utilisateur, combien de minutes il va jouer au jeu. Et toutes ces observations, donc c'est un savoir-faire qu'on a développé après en interne. Et après, c'est savoir associer les bons partenaires publicitaires pour maximiser le revenu. Donc savoir temporiser la bonne pub sans que l'utilisateur ait envie de partir du jeu, mais à la fois augmenter un maximum de revenus. Donc on broche plusieurs plateformes, que ce soit Google, Facebook ou d'autres grosses plateformes de publicité. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 20 partenaires. Et l'ensemble de cette mécanique associée avec notre équipe publishing nous permet d'avoir la recette un peu du succès. Alors Guillaume, je vous pose la question à vous. C'est rentable? Moi, il faudrait plutôt poser la question à Vincent. Je ne sais pas s'il me répondra. Ce que je pense, c'est que c'est hyper rentable. Okay. Mais ce qui est dingue, c'est ce que tu es en train de nous expliquer, Vincent, c'est que en fait, on reconnaît un bon jeu, non pas au jeu, mais à ses KPI. C'est-à-dire qu'ils vont tester sur le marché si ça prend sur Facebook, si ça prend sur TikTok ou je ne sais où. Puis quand ça commence à prendre et quand les gens ont envie d'installer le jeu et passent un peu de temps dessus, ils considèrent que c'est un bon jeu. Donc c'est un premier élément qui est assez intéressant. Après, est-ce que c'est rentable ? Évidemment que c'est rentable. Enfin, en tout cas, c'est leur métier que ça soit rentable. C'est-à-dire que le métier des éditeurs... Je sais pas, dans le web et dans le numérique, il y a plein de boîtes qui ne sont pas rentables aujourd'hui. Il y a plein de boîtes qui ne sont pas rentables, mais j'imagine que dans le monde de l'édition des jeux vidéo aussi. En revanche, dans celles que j'ai citées, leur métier, c'est d'acheter l'installation d'un jeu à une personne moins cher que ce que la publicité va rapporter sur ce même joueur. Donc c'est des calculs prédictifs assez compliqués qui évidemment demandent énormément de métiers, énormément de talent, énormément d'AI, d'algorithmiques prédictifs. Mais tout à fait, ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de bulle spéculative aujourd'hui autour des startups du jeu? C'est sûr que non. Le jeu vidéo est ancré dans nos vies. Delphine, on le dit quasiment toutes les semaines sur votre antenne. Oui, mais parfois, vous savez, on délire un peu au niveau des valorisations. Et c'est vrai, c'est vrai. À quoi on reconnaît justement un bon jeu? Vous dites que vous étudiez, c'est une étude de marché très fine finalement que vous faites quand vous lancez des jeux, mais c'est quoi un bon jeu mobile? C'est celui où le joueur reste le plus longtemps? Exactement, donc il y a plusieurs indicateurs qu'on observe, ce qu'on appelle la rétention, combien de jours à D1, D7, D30 va revenir l'utilisateur une fois qu'il a installé l'application, combien de minutes il joue par jour et sa rétention dans le jeu et combien de revenus il va rapporter. Plus ce revenu est haut, plus derrière, comme l'expliquait Guillaume, on est capable de dépenser au CPI, au coût par installation, un prix plus élevé, et donc ce qui nous permet d'acquérir constamment de nouveaux utilisateurs, et c'est un cercle un petit peu vertueux. On sait qu'on rapporte X centimes d'euros, on va pouvoir redépenser X centimes d'euros au coût par installation. Mais pour qu'un jeu soit vraiment bien aussi, il faut de l'innovation. Dans l'hyper casual, on est vraiment sur Comment on innove sur un jeu Alors, il y a beaucoup de benchmarks. On compare ce que font les concurrents. On compare ce que font les concurrents aussi. Il y a plusieurs mécaniques simples. Il faut que le joueur arrive sur le jeu, il comprenne tout de suite la mécanique du jeu. Ouais. Donc, c'est intuitif pour comprendre la mécanique. Et puis aussi qu'il soit facile à gagner et à monter dans les niveaux. Donc, on offre des rewards, on offre des récompenses qui leur permettent de customiser leur personnage, ou comme disait Guillaume, en regardant des vidéos, monter plus rapidement dans les niveaux. Il faut que le joueur se sente facilement accessible, surtout l'hyper casual où c'est une temps de session court. S'il voit qu'il perd, il va peut-être un peu déçu. Il y a même certains jeux d'hyper casual où il est impossible de perdre. Donc voilà, c'est soit on gagne vite, soit on gagne moins vite. Et puis enfin, après, il y a des tendances qu'on voit sur le marché aussi. Nous, notre plus gros marché est les États-Unis, comme beaucoup. Donc on suit ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut beaucoup nous influencer à développer un jeu qui aura beaucoup de succès. Ça, il y a des revenus différents. Ça change vraiment d'un pays à un autre autour du jeu mobile? Alors oui, la valorisation des utilisateurs, que ce soit aux États-Unis ou par exemple au Japon ou en France, va être beaucoup plus élevée que le revenu qu'un utilisateur au Brésil ou en Indonésie, par exemple. Donc voilà, donc on ajuste à chaque pays
sa mise aux enchères d'achat d'utilisateurs et de revenus publicitaires, de la même manière que nos fournisseurs publicitaires nous payent un prix différent aussi en fonction des pays. Donc c'est vraiment de manière granulaire. On a des data scientists qui observent et, comme disait Guillaume, qui prédisent le revenu. On appelle ça la lifetime value, combien va nous rapporter dans toute sa durée de vie un utilisateur. Et en fonction de ça, on détermine des bids de prix sur lesquels on va pouvoir les acquérir sur différents canaux d'acquisition. Et on l'a vu aujourd'hui, notamment sur ce qui marche. On a vu Squid Game qui a été un très fort carton sur Netflix, et tout à coup, une flopée de jeux en relation à Squid Game a fleuri sur l'App Store. Ouais. Donc voilà, donc tout ça, c'est des tendances. On sait qu'il faut voir la tendance qui va se démarquer. Et aussi, il y a une identité visuelle dans les jeux. Il y a une prime au premier ou pas du tout? Alors, le premier aura tendance à gagner le plus d'attention le plus rapidement, et forcément, plus il y a de téléchargements, plus votre jeu va monter dans le ranking de l'App Store, dans les top catégories, et donc plus vous allez gagner de joueurs organiques, naturels, donc gratuits, et donc c'est un cercle vertueux qui vous permettra de garder cette place. Ouais. Donc ça vaut le coup d'être très réactif. Exactement. Alors comment vous voyez évoluer ce marché des jeux mobiles, Guillaume? Alors l'évolution du jeu mobile, il est assez compliqué parce que les enjeux sont énormes. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, avant de parler du futur, c'est que tous ceux qui sont très forts en hyper casual veulent aller vers le casual, parce que c'est des jeux qui durent plus longtemps, parce que c'est l'in-app purchase, c'est pas la publicité. Ils sont moins... Oui, donc on peut avoir des formats publicitaires un peu plus créatifs, quoi. Voilà, même pas du tout. Mais il y a des jeux qui ne marchent qu'avec de l'in-app purchase. Hein, Ouais. des jeux qui font un carton et qui, comme l'a dit Vincent, les joueurs dépensent 1 000 € par mois. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ceux qui sont très forts en casual veulent aller dans l'hyper casual. Pourquoi ? Parce que c'est des revenus qui sont rapides et des jeux qui sont rapidement faits. Donc ça, c'est un petit peu la tendance d'aller un peu chasser à droite, à gauche ou de gauche à droite. Après, les vraies tendances pour demain, il y a d'abord le cloud gaming. Pourquoi ? Parce que sur des smartphones avec des capacités de traitement relativement limitées, on va pouvoir faire tourner au travers du cloud des jeux qui demandent pour le coup des puissances de calcul. Donc là, ça veut dire 6G, Wi-Fi 6... La 5G va beaucoup améliorer déjà tout ce qui est téléchargement, 5G. Vitesse de jeu. Ouais. Puis on voit des téléphones, on est rendu à l'iPhone 13, toujours plus performant. Donc ça rivalise avec les consoles et les ordinateurs en termes de rendu graphique, de processeur, de vitesse de jeu. Donc tout ça fait que le mobile est vraiment, déjà se taille un peu, on dit la part du lion dans les revenus publicitaires entre les consoles, enfin pas publicitaire, revenu général du jeu entre les consoles et l'ordinateur, mais ça va continuer à être le cas. Et il y a un taux de pénétration. Et les gens jouent plutôt en mobilité d'ailleurs ou plutôt statique chez eux? C'est un peu des deux. Pour l'hyper casual, ça va être sûr que c'est beaucoup dans les transports, dans une petite pause, etc. Là, on a encore des problèmes de connexion quand même. Hein. Ouais, ça peut arriver. Heureusement, il y a l'Internet dans le métro parisien. Ouais, pas toutes les lignes. Hein. Pas toutes les lignes. Mais ça, après, quand on va passer sur des jeux plus mid-core ou casual, les gens vont être plus chez eux, avoir une demi-heure devant eux. C'est là où ils vont pouvoir jouer sur leur mobile et passer plus de temps. Ouais. Ok. Deuxième tendance, c'est la tendance NFT. Donc c'est la blockchain, c'est les NFT. Donc Vodoo, le patron de Vodoo vient d'annoncer qu'il va investir 200 millions de dollars dans les prochaines années pour acheter des studios de jeux qui font des jeux dits de blockchain. Et c'est Alors vrai qu'est-ce que c'est un jeu? On va peut-être essayer de voir à quoi ça ressemble, un jeu qui intègre le NFT. Alors, Qu'est-ce qui se comprendre la passe? technologie C'est-à-dire, on blockchain achète derrière, des éléments dans le jeu sous forme de jetons? Alors exactement, donc la numériques. blockchain, c'est un peu un registre qui est vérifiable de tout ce qui se passe dans un jeu, sur lequel on va construire un univers. Et donc vous allez dans un univers qu'on appelle le métaverse, ou en quelque sorte parallèle dans le digital, où les joueurs peuvent collectionner des items, mais qui sont une unicité et une propriété. Ça veut dire qu'ils sont propriétaires de ces éléments et qui sont uniques. Mais Donc, dans l'hyper casual, on n'achète rien du tout. Vous nous avez alors, dans expliqué qu'on n'avait même pas le temps. Si vous voulez avoir un chapeau ou une épée sur votre personnage, il y aura aussi cette mécanique où chaque élément peut devenir unique et peut se trader entre les joueurs, s'acheter. Et on crée cette compétition aussi avec le mobile et la connexion. C'est que le social fait beaucoup partie du futur. Challenger ses amis, jouer en parallèle, se comparer ses équipements, son déguisement, etc. Donc il y a toujours cette volonté de personnaliser son personnage et ce qu'on possède aussi, que ce soit une maison ou une villa dans votre univers. Donc il y a tout à fait cette possibilité de blockchain à apporter. Casual, hyper casual, effectivement, comme l'a dit Vincent, on peut aussi acheter sa progression, en fait, in fine. Quand on a passé des heures, on va pouvoir matérialiser cette progression par un token et puis revendre cette progression à un autre joueur. Bon, vous me direz à quoi ça sert dans la mesure où la quasi-totalité des jeux sont presque endless. Ouais. Il n'y a pas de fin dans les jeux hyper casual, mais voilà, vous pouvez quand même acheter la progression des joueurs. Donc ça, c'est le premier point. Je
pense que Vincent a soulevé un très bon point sur l'usage des NFT, parce qu'il y a effectivement les NFT on va pouvoir collectionner, ces chapeaux, etc., pour les utiliser dans un jeu. Mais au-delà d'avoir ce chapeau, qu'est-ce qu'on fait de ce chapeau ? Et ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de transporter, je ne sais pas pourquoi vous avez pris l'exemple du chapeau. Un bouclier ou une épée, voilà, ça parle. C'est peut-être un peu, voilà, mais c'est de transporter ce bouclier ou cette épée dans un autre jeu. D'où l'importance, entre guillemets, d'être un gros studio de jeu. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un gros studio de jeu et que vous avez énormément de jeux sur le marché, ben vous pouvez permettre à vos joueurs d'acheter un jeu dans un objet, d'acheter un objet dans un jeu et de le transporter dans un autre de vos jeux. Super, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait voyager dans ce pays merveilleux des jeux mobiles dans lequel on passe déjà beaucoup de temps. Merci à Guillaume Monteux, président de Gatsby, et Vincent Février, vice-président monétisation chez TapNation. Juste après la pause, on va parler des vœux, les vœux numériques, l'art et la manière de les présenter.